Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Girose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. On a tous des idées de business. La différence, c'est qu'une poignée seulement d'entre nous les exécute. La première chose à faire quand on se lance, c'est de créer son site internet. Et pour ça, Squarespace, c'est le meilleur. Squarespace, c'est la plateforme de site web tout en un, conçue pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et de réussir en ligne, et ce, que vous en soyez au stade du lancement de votre activité ou que vous ayez déjà une entreprise bien établie. Squarespace, c'est une plateforme tout en un parce que, d'abord, Squarespace permet de créer facilement sans avoir à coder un site professionnel, design et efficace en un minimum de temps, même pour les non-techniciens comme moi. Vous obtenez votre nom de domaine, vous trouvez un nom pour votre entreprise grâce au générateur de noms de Squarespace et vous avez accès à des templates de sites web personnalisables et qui s'adaptent à vos besoins pour créer des sites beaux et design en un temps record grâce à l'outil IA de Squarespace. Vous avez accès à des templates pour tous les types de projets, que ce soit pour un blog, un portfolio, un site de vente de produits en ligne, de formation en ligne grâce à l'intégration de vidéos derrière un paywall, un site de vente de coaching avec la fonction de prise de rendez-vous intégrée, ou encore un site pour votre podcast avec la possibilité d'intégrer des audios. Le site internet, c'est ce qui va professionnaliser votre activité et vous donner tout de suite une légitimité sur le web. Et ensuite, pour gagner en visibilité et attirer des clients rapidement, vous avez l'outil SEO intégré qui va vous permettre d'être bien référencé sur Google sans être un pro du métier. Et si vous faisiez enfin partie de ceux qui osent mettre leurs idées à exécution? Concrétisez votre projet sur squarespace.com/OLR10, Squarespace SQUARESPACE, pour essayer gratuitement Squarespace pendant 14 jours. Et ensuite, vous économisez 10% avec le code OLR10 sur votre première commande de site web ou de domaine. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, squarespace.com/OLR10. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Maude Demarque. Après avoir travaillé en tant que chef de projet de recherche en biologie moléculaire pendant 10 ans, Maude est devenue créatrice de patrons de couture et a fondé Anna Rose Patterns. Elle est suivie par plus de 43 000 abonnés. C'est en cours de SVT en 5e que Maude a le déclic. Elle veut devenir chercheuse. Après un doctorat, elle devient chercheuse en biologie moléculaire à Genève. Elle travaille sur des molécules et des souris pour avancer la recherche sur le cancer. Mais l'environnement, les horaires à rallonge, l'impossibilité d'avoir une vie perso la rattrape à sa première grossesse. C'est simple, on demande aux chercheurs de faire une croix sur leur vie perso et de se consacrer entièrement à la recherche. À son retour de congé maternité, Maude est placardisée et décide de tirer un trait sur la recherche. Aujourd'hui, Maude est créatrice de patrons de couture sous la marque Anna Rose Patterns depuis 2017. Elle donne également des cours de couture et de broderie. Alors avec Maude, on a évoqué l'environnement très masculin de la recherche, son manque de patience face à la longueur de certains travaux de recherche et les échecs, la compétition avec les autres chercheurs, sa passion pour la couture, comment elle s'est formée en autodidacte au modélisme, le processus de création des patrons de couture et comment gagner sa vie dans un secteur très concurrentiel. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Maude. Bonjour Maude, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Maude, je vais avoir bientôt 43 ans. Je suis pacsée, j'ai 2 enfants, 2 garçons, ados. Alors actuellement, je suis créatrice de patrons de couture, donc un peu modéliste, styliste. Voilà, donc tu as ta marque qui s'appelle Anna Rose Pattern et ça a été vraiment un virage à 180 degrés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu par quoi tu as commencé, quelles études tu as fait et puis nous parler de ta première carrière? Oui, tout à fait. Alors oui, j'ai commencé par des études de biologie et donc qui se sont terminées par un doctorat de biologie moléculaire et cellulaire. J'ai aussi un master de génétique en même temps.
Voilà. Donc je me destinais à faire de la recherche, ce que j'ai fait pendant une douzaine d'années si on compte les années durant lesquelles on travaillait en labo pendant la thèse. Et alors, comment tu as eu envie de faire ça? Parce que c'est quand même des études qui sont très difficiles. C'est assez spécifique. Comment t'avais eu envie de faire ça? Alors, moi, j'ai voulu être vétérinaire jusqu'à mes 12 ans. Et à mes 12 ans, j'ai voulu être chercheur. En fait, c'est en cours de biologie avec Madame Salomon, en 5e. On parlait donc des cellules, de tout un tas de choses, de biologie évidemment. Et je suis allée en fin de cours lui dire mais c'est hallucinant, j'adore, c'est tellement intéressant. Est-ce qu'il y a des métiers où on étudie ces phénomènes et on décrypte et elle me dit bah oui, la recherche. Et là bim, c'était imprimé dans le cerveau et donc je me suis dit voilà, moi c'est ce que je veux faire, de la recherche. Après j'ai eu quelques petits de fluctuations forcément. J'ai un peu pensé peut-être médecine et puis après j'ai pensé aussi architecte parce que j'aimais beaucoup dessiner. Voilà, mais bon, je suis quand même restée bien sur ma route et puis je suis allée jusqu'au bout. Oui, parce que donc tu avais un doctorat d'abord. Est-ce que tu peux nous dire peut-être le thème de ton doctorat? Alors, mon doctorat, c'est assez, enfin, c'est, si tu veux, tu as le doctorat biologie moléculaire et cellulaire, voilà, avec des mentions génétiques, des sortes de spécialités, on va dire. Après, ça mène à plein de choses différentes. Moi, j'ai travaillé sur, c'est un peu compliqué parce que c'est très moléculaire, c'est très spécifique. Donc, j'ai travaillé sur quelque chose d'assez spécifique qui s'appelait la sumoylation. Ça parlera peut-être à certaines personnes. C'est une modification protéique qui est impliquée dans certains cancers. Pour me parler vraiment de manière très très générale, donc ça c'était pendant ma thèse. Et après en postdoctorat, j'ai travaillé encore sur un autre sujet parce que on est spécialisé biologie moléculaire cellulaire, donc moi j'étais sur l'animal, mais ça reste quand même très ouvert. On peut travailler sur plein de sujets différents. Et alors, comment ça se passait ton quotidien? Est-ce que c'est un milieu qui est plutôt masculin, le monde de la recherche? C'est comment le monde de la recherche? Alors en fait, pendant les études, c'est plutôt un monde féminin. Il y a énormément de femmes, de filles qui font ces études-là en biologie. Mais en fait, ça s'inverse au moment où on est vraiment titularisé, etc. Il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a quand même des femmes, hein, mais il y a quand même plus d'hommes. C'est en lien avec le fait que notamment ça demande de se consacrer à 100% en fait à sa carrière, à son travail, et que c'est en plus à un moment où les femmes vont potentiellement avoir envie de former une famille, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Donc on est un peu tiraillé entre les deux, et donc il y en a beaucoup qui font le choix de laisser un peu et de pas continuer dans la recherche voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent alors? Oui, après c'est pas forcément des reconversions au sens strict du terme puisque il y en a qui restent quand même dans la biologie, dans la science. Alors ça va pas être de la recherche pure et dure, mais ça peut être la recherche quand même en pharmaco ou voilà tout ce qui est lié quand même à la recherche clinique aussi. Ça peut être des medical writers, donc ils vont en fait un peu transcrire la recherche pour les médecins en fait. Vraiment, il y a plein de petits métiers qui gravitent autour de ça. Mais chercheur pur et dur, être titularisé, faire le concours, il y a très peu de place pour beaucoup de monde. Voilà, c'est pas c'est pas donné à tout le monde. Ah oui, parce que donc tu passes ton doctorat et ensuite tu passes un concours pour avoir une place. Toi, du coup, t'exerçais en Suisse, à Genève? Alors oui, pour mon postdoc, en fait, j'ai passé ma thèse à Pasteur à Paris et ensuite je suis partie en postdoc parce que c'est ce qui se fait classiquement ou ce qui se faisait à mon époque parce que maintenant je ne sais pas exactement, mais on passait sa thèse et ensuite on partait ce qu'on appelait en postdoc, donc après le doctorat où bien sûr c'était que des CDD, hein, des choses très temporaires où en fait on allait continuer notre expérience en travaillant dans un laboratoire. Le plus souvent c'était conseillé d'aller à l'étranger. Voilà, pour aussi se faire une belle expérience en espérant pouvoir publier des recherches à ce moment-là et pouvoir avoir un dossier conséquent pour passer le concours, sachant que passer le concours, il faut aussi tout un tas de conditions, avoir un laboratoire d'accueil, un laboratoire qui va
te soutenir dans ce passage de concours. Donc en général, on est déjà dans son 2e postdoc. On est revenu en France ou on est resté dans un pays étranger où, voilà, si on veut le faire en France, faut revenir dans un autre labo qui va soutenir le passage, soutenir la titularisation. Le doctorat, c'est que le début, en fait. Le doctorat, c'est la fin des études, mais c'est que le début du chemin pour devenir chercheur à titulaire, on va dire. Et c'est bien rémunéré ou pas? Est-ce que pour toi, ça a été un problème aussi, la rémunération? Alors, ça n'a pas été un problème dans le sens où je le savais déjà, mais non, c'est pas du tout bien rémunéré, étant donné le nombre d'études, étant donné les heures de travail que ça demande et le niveau intellectuel et vraiment comment dire, L'investissement. voilà, exactement, pardon, je trouvais pas mes mots, l'investissement que ça demande et parfois le sacrifice personnel que ça demande, voilà. C'est pas du tout rémunéré, mais bon, c'est pas ça qu'on cherche non plus. En fait, quand on fait de la recherche, on le fait pas pour la rémunération. Et alors, quel était ton quotidien? C'est quoi le quotidien d'un labo? Alors, le quotidien d'un labo, c'est arriver tôt, c'est faire des manifs techniques, s'occuper de ce qu'on doit faire, que ce soit des cellules. Moi, c'était des cellules et des souris. Et puis, travailler avec les autres aussi, bien sûr. Lire beaucoup d'articles scientifiques qui vont nous inspirer pour des nouvelles techniques, des nouvelles expériences ou qui ont découvert des choses qui sont en lien avec notre sujet, plus ou moins proches et qui vont voilà, nous aider à défricher notre propre sujet et à poser des hypothèses parce que la recherche, c'est ça, c'est poser des hypothèses, les tester plus ou moins facilement en fonction des finances du labo, en fonction des techniques qui existent et puis avoir une conclusion et la plupart du temps, la conclusion, c'est ton hypothèse n'est pas la bonne. Et tu recommences et tu recommences. Et c'est aussi un aspect qu'il faut savoir vivre. Voilà, j'ai mon chef de Suisse qui une fois avait dit, de toute façon la science c'est 90% d'échecs. Et en fait, à ce moment-là, moi j'étais déjà dans une perte de motivation pour plein d'aspects et je me suis dit mais bon, je crois que ça c'est la goutte d'eau en fait, c'est d'échouer sans arrêt, même si on sait que c'est le propre du métier. C'est compliqué en fait. À chaque fois de se dire ah c'est pas encore ça ou parfois on échoue aussi pour des raisons techniques et ça c'est encore plus dur à vivre parce qu'on fait une manip qui va durer surtout avec les souris qui va nécessiter des mois et puis on a un biberon qui se vide dans leur cage et elles meurent toutes et puis il faut tout recommencer ou on a un problème de lumière, de chauffage de ce qu'on veut dans la nuit et puis pareil, il faut tout recommencer. Ça c'est assez épuisant psychologiquement et moralement. Donc voilà, mais heureusement on a aussi des choses qui fonctionnent. Mais voilà, et puis on découvre toujours un tout petit bout d'un mécanisme très global. Donc on va arriver à décrypter une petite chose. Et puis bien sûr dans les articles qu'on lit, ce sont les plus belles recherches qui ont été publiées, surtout quand on lit des journaux très importants. Et donc, on peut, si on a tendance à se comparer aussi, se sentir vraiment petit et se dire mais moi j'y arriverai pas ou comment ils ont fait, ah, c'est merveilleux ce qu'ils ont fait, c'est génial, mais voilà donc c'est vraiment compliqué aussi psychologiquement. Et en plus, on est dans un milieu où on a tous le même niveau, on est tous très intelligents, on est tous très compétents, on a tous donné tout ce qu'on pouvait pour arriver jusque-là. Et on se soutient, il y a pas de problème, ça c'est super la plupart du temps. Moi j'ai eu que des super collègues, mais du coup pour sortir son épingle du jeu, c'est encore plus dur. Oui, t'es en compétition avec les meilleurs. C'est ça. Et alors, tu dis que tu avais une perte de motivation. Ça a été quoi quand tu as commencé à avoir envie d'avoir des enfants? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans ta tête? Ouais, je crois que ça s'est vraiment accumulé au fil des années parce que déjà je suis pas quelqu'un qui lâche le morceau assez facilement. Et puis disons que pendant ma thèse déjà les conditions avaient été assez compliquées, déjà en tant que femme et en tant que personne qui avait quand même envie d'avoir un tout petit peu de vie personnelle. Donc c'était assez compliqué pour différentes raisons. Et comme avant, pendant mes études, j'étais allée travailler pendant 5 mois dans un hôpital pour enfants malades à Memphis. Ça avait été une expérience merveilleuse. Alors, j'étais pas dans l'hôpital en lui-même, j'étais dans les labos de recherche associés à l'hôpital. Et ça avait vraiment été super. Et donc,
cette expérience me donnait envie de continuer au-delà de la thèse. Je crois que sans cette expérience, je suis même pas sûre qu'après ma thèse, j'aurais fait un postdoc, en fait. Je me suis dit: «Bon, je fais un postdoc parce que c'est peut-être juste une mauvaise expérience et on va voir la suite». Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? C'était les professeurs qui t'encadraient étaient assez durs avec toi? Alors non, déjà, on voit plus nos professeurs très, très peu. En fait, une fois que tu es en thèse, tu es au labo, en fait. C'est pour ça que tu fais de la recherche au même titre que les autres, sauf que tu as moins d'expérience, donc tu apprends plus. Voilà, et tu as plus besoin d'être encadré au niveau voilà. Non, ce qui était difficile, c'était, déjà ce côté, d'échouer, régulièrement et puis, de se sentir peut-être parfois un peu moins bien ou idiote ou de pas avoir l'idée de génie qui vient comme ça. Mais ça, c'est personnel. Et puis oui, l'encadrement, avec quelqu'un, voilà, qui me faisait bien comprendre qu'il fallait, se consacrer absolument à la science et qu'il y avait rien d'autre qui existait, que rien ne comptait d'autre. Oui, c'est un peu geek, presque, un petit peu. C'est un environnement un petit peu geek, presque. C'est un environnement où on te met la pression en permanence. Moi, j'avais une collègue, plus âgée que moi qui avait déjà des enfants en bas âge et qui, venait très, très tôt le matin, mais devait partir à 18h. Et on lui disait: «Mais bon après-midi, tu prends ton après-midi». C'était toujours des commentaires parce qu'elle devait aller chercher ses enfants alors qu'elle travaillait bien plus que les autres, qu'elle allait pas prendre des pauses café, des pauses je sais pas quoi, qu'elle déjeunait, sur le pouce pour pouvoir vraiment, travailler. Donc ces conditions-là étaient pénibles et on était beaucoup plus de femmes dans le labo que d'hommes, mais ma chef était une femme et c'était une femme qui avait eu ses 3 enfants, pendant son postdoc et qui, ne s'en souvenait pas vraiment. Voilà, pour dire les choses. Souvent, c'est les femmes qui sont les plus dures avec les femmes, je trouve, parce que comme elles ont sacrifié un petit peu leur vie perso et leur vie de famille pour en arriver là, elles attendent des femmes qu'elles fassent la même chose et je trouve qu'elles sont moins compréhensives, en fait. Il y a de ça et puis il y a aussi, je pense qu'elle voulait que, son labo fonctionne parce qu'une fois que tu es directeur de labo, il y a aussi, beaucoup de pression pour, avoir des financements, il faut que ça fonctionne donc, en fait, chacun reporte la pression sur celui du dessous. Moi, ça m'est arrivé une fois de me comporter très mal avec ma technicienne parce que j'étais sous pression, qu'elle avait fait une bêtise et que ça remettait en cause, des semaines de travail. Je m'en suis voulu après, mais en fait, voilà, chacun en fait relargue la pression sur l'autre. La personne qui m'a encadrée, qui était un thésard quand je suis arrivée, pareil, il m'a mis énormément de pression. Il se comportait très mal avec moi parce que lui-même était dans un état pas possible, en fait. Donc c'est moi, j'ai voulu faire ce métier avec des étoiles plein les yeux, où je vais découvrir des mécanismes biologiques, je vais découvrir des choses, je vais travailler avec des cellules, avec, ça va être génial. Et en fait, en arrivant dans la réalité du métier, tu tombes de haut régulièrement, en fait et bon, c'était un peu compliqué. Moi, pareil, j'arrivais à 7h45 le matin et pour peu que j'ai une soirée cinéma, je me prenais une semaine de réflexion, quoi. C'était, vraiment, c'était assez compliqué de ce point de vue-là et je le regrette et je sais que c'est pas pareil dans tous les labos, hein, faut pas faire des généralités, mais c'est quand même comme ça dans beaucoup et je sais pas comment c'est aujourd'hui, j'espère que ça change un petit peu. Mais d'un autre côté, c'est aussi le système qui demande ça. C'est le système qui demande, de publier dans des bons journaux, de publier de plus en plus de quantité de travail, de quantité d'images. En fait, ça devient vraiment une demande tellement importante qu'une seule personne, pour écrire un article alors déjà on n'est jamais tout seul, on est toujours accompagné quand même de personnes, mais ça devient vraiment titanesque le boulot qui est demandé et donc les conditions de travail, en découlent, quoi. Oui, et puis j'imagine que ceux qui ont envie d'avoir un équilibre partent et donc il reste plus que ceux qui sont prêts à le faire, donc ça continue un petit peu cette ambiance. Oui, c'est ça, c'est que de toute façon, il y aurait enfin, les finances et les chefs, mettent tellement la pression que de toute façon, si tu veux continuer, c'est dans ces conditions-là et pas autrement. Alors du coup, j'imagine donc à ce moment-là, tu te poses des questions, mais en même temps pas évident parce que tu as fait des longues études assez difficiles avec beaucoup de sacrifices, j'imagine. Donc comment tu te sens, un petit peu, pendant cette période? À la fois, je commence à avoir des doutes, mais en même temps, comme tu dis, moi, c'est vrai que ma vie, surtout que j'habitais assez loin de où je faisais mes études, donc c'était beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de vie sociale, j'ai pas eu beaucoup d'amis parce que, c'était,
3 heures de transport par jour, puis études. Voilà, et dormir. Mais donc oui, je me pose des questions. Après, il était clair pour moi pour mes valeurs personnelles que moi personnellement, je voulais pas aller en pharmacie. Voilà, je voulais pas aller en pharmaco, je voulais pas me diriger par là. Après, j'ai une amie aujourd'hui qui travaille en pharmaco. Elle aimerait pas m'entendre, mais je pense que voilà, j'avais une opinion, une idée de ce que ça pouvait être qui ne me plaisait pas, et donc voilà, j'avais tiré un trait là-dessus déjà. Je voulais pas non plus être en recherche clinique. Voilà, il y avait plein de choses que du coup j'évacuais, je ne voulais pas auxquelles je voulais pas penser comme avenir. Donc c'est vrai, je me disais bon bah qu'est-ce que tu vas faire quoi? Parce que finalement toutes les options à part la recherche publique, c'était non. Donc en fait, c'était compliqué. Du coup, je me suis dit bon bah tente le postdoc, ça se trouve voilà. J'avais un ancien de mon labo qui était parti en Suisse et ça s'était bien passé. Il avait même après monté une start-up et tout. Donc je m'étais dit bon bah je sais pas, je me suis dit bah pourquoi pas la Suisse aussi parce que mon compagnon travaillait dans une boîte française et donc c'était un petit peu compliqué de vraiment se déraciner. Donc là on pouvait rester en frontalier. Je m'étais dit voilà. Après j'ai postulé dans 3 labos, 2 me prenaient et celui que je voulais vraiment parce que moi j'adorais l'embryologie, je voulais travailler en embryologie. Malheureusement, on m'a dit bah votre dossier est super, mais là je viens d'embaucher 8 personnes et donc bah je prends personne quoi. Donc je me suis rabattue sur le deuxième et en fait c'était encore plus moléculaire, donc c'est difficile à expliquer, mais encore moins concret on va dire que mon sujet d'avant. Et ça m'a encore plus plombée en fait, que ce soit encore moins concret, encore moins appliqué. Ça a été difficile. Et là pour le coup c'était un homme, le chef, un très bon scientifique, mais alors humainement voilà, gentil, pas voilà, gentil, mais quand il te dit que de toute façon pour lui les enfants c'est des intestins sur pattes et qu'il s'est intéressé à son fils qu'à partir du moment où il a eu 6 ans il a joué au tennis, tu te dis bon. En fait, j'ai fait mon interview. En général, tu fais les interviews une bonne année avant d'intégrer un labo. J'ai fait mon interview. J'étais enceinte de 3 mois. Je me suis dit, de toute façon, quand je vais venir, j'aurai accouché, il y aura pas de question de lui en parler. Et en fait, quand on est arrivé, j'ai eu besoin de trouver une nounou. Donc, je lui ai juste demandé de décaler de 2 semaines mon arrivée pour que je trouve quelqu'un parce qu'on avait beaucoup de mal à trouver dans la région. Et en fait, j'ai compris des années plus tard que pourquoi, quand j'étais arrivée dans le labo pendant 3 à 6 mois, il m'avait pas adressé la parole. Et en fait, je pense qu'il a réalisé que j'avais un enfant, que si je lui avais dit avant, il m'aurait peut-être pas prise dans son labo. Et en fait, je l'ai compris quand j'ai été enceinte de mon deuxième et que c'était 2 ans et demi après et que je suis venue voir pour lui annoncer parce que je savais que j'avais un renouvellement de contrat qui arrivait dans les mois suivants et que je voulais tout simplement être honnête avec lui avant qu'il renouvelle mon contrat, qu'il soit au courant que j'allais donc à un moment donné m'arrêter. Et il m'a dit ah bah je vais pas te virer maintenant. Hein. Donc et après ça, et ben j'ai été mise au placard en gros quoi. C'est voilà. J'étais un peu et il m'a dit d'ailleurs parce qu'il partait à la retraite à la fin, il m'a dit bon bah toi du coup t'as rien publié mais bon t'avais un peu d'autres objectifs, l'air de dire tu t'es occupé de ta vie quoi. Ah ouais. Ça a été mais bon j'étais déjà dans une phase où de toute façon bon je voyais bien que c'était fini pour moi à la recherche. Après par contre je suis toujours une grande passionnée de biologie quand j'entends des résultats de recherche. J'ai quelques amis qui travaillent encore donc parfois de loin j'entends sur quoi ils travaillent. Je trouve ça passionnant mais en fait c'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on voit le petit bout de ce qui est génial et on voit pas tout le reste, toutes les galères qu'ils ont eues, tout le travail acharné, les heures, les jours et les nuits qu'ils ont passé à faire des choses qui ne marchaient pas et là on voit juste le petit bilan final dans un article, on dit oh là, c'est génial quoi. Moi je sais tout ce qu'il y a derrière aussi donc voilà. C'est dommage parce qu'en fait, c'est vraiment une question d'environnement parce que sinon, ça t'a pas dégoûté du fond de ce que tu faisais. Non, ça m'a absolument pas dégoûtée et même parfois je me suis dit parce que en fait, moi, j'ai toujours aimé la nature, les animaux, la biologie de manière générale et je suis passionnée par les mécanismes du vivant de manière générale et du coup, je me dis peut-être que finalement j'aurais dû être véto, enfin essayer en tout cas véto. Après non, avec des si, voilà, hein, mais bon peut-être aussi que j'étais pas prête
à me sacrifier. Pourtant, j'ai sacrifié beaucoup, mais à sacrifier, c'est un grand mot, mais je veux dire, je me suis beaucoup consacrée à mes études et à mon job. Mais peut-être aussi que fonder une famille, pour moi, c'était tout aussi important et que j'étais pas prête à ne pas faire ça. Et donc, j'ai fait un choix et ce choix, fait que je ne pouvais pas avoir de carrière derrière, en tout cas avec effectivement les labos dans lesquels j'ai été, mais je pense que ça aurait été la même chose dans beaucoup de labos. En fait, les hommes finissent par réussir parce qu'ils arrivent à fonder une famille parce que leurs femmes s'occupent des enfants, la plupart du temps. Et donc, en fait, même s'ils sont un petit peu aussi montrés du doigt parce qu'ils sont papas et que de temps en temps, quand même, le fait d'avoir des enfants fait qu'ils peuvent pas être là tout le temps, c'est quand même beaucoup moins qu'une femme. Bah oui, c'est sûr. Déjà, les femmes doivent s'arrêter pendant leur grossesse. Donc. Voilà. Et encore, si tout se passe bien, c'est pas trop long, mais si ça se passe pas bien, ça peut être long. Et alors, la couture, d'où ça te vient? Est-ce que tu as toujours fait de la couture? Alors non, non. Alors depuis toute petite, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai toujours été une créative. Donc ça a été poterie, broderie, tricot, beaucoup de dessins. Voilà, beaucoup de modelage, des pâtes à modeler, des pâtes fimo, tout ça. Et j'adorais ça. Et c'est en fait, moi, je me suis toujours dit, je suis faite de 2 pôles, la biologie, le vivant et la créativité. Et en fait, pendant mes études, la créativité était complètement éteinte puisque j'avais pas le temps. J'avais plus le temps. Et en fait, au moment où ma motivation pour le boulot de chercheur a baissé, j'ai eu besoin de me raccrocher à quelque chose qui me nourrisse. Et donc, j'ai repris le tricot au départ aussi parce que j'avais une cousine qui avait un bébé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé la couture. Je m'étais dit, tiens, j'ai jamais essayé la couture. J'avais eu quelques expériences malheureuses ado en essayant avec la machine de ma mère. Mais voilà, j'ai voulu tester la couture. Et donc, je suis rentrée dans le monde des patrons indépendants, des créatrices de patrons indépendantes, ce genre de choses. Et en fait, c'est devenu une passion totalement dévorante. À chaque pause au labo, j'étais sur les blocs de couture. J'étais vraiment... j'avais 12 milliards de projets. Et en fait, c'est un peu comme si tout ce que j'avais accumulé pendant des années d'envie créative et aussi en fait, j'avais depuis longtemps des envies de vêtements. Je retenais des choses, je dessinais des choses, ah là là, ça serait pas mal et tout, mais sans même penser à me mettre à la couture en fait, parce que j'avais pas forcément le temps. Et puis je me dis ah c'est compliqué, faut acheter une machine et tout ça. Donc j'avais plein d'idées, j'avais un carnet de croquis et plein de choses, mais et puis là du fait que je me suis dit je vais prendre du temps pour faire ça, c'est un peu comme si tout se déversait d'un coup, toutes ces envies, toutes ces choses. Et donc, vraiment, c'était couture. Il y a eu le mariage d'une de mes cousines où j'ai fait des petites tenues pour certains enfants, et puis ma tenue, et puis voilà. Alors, c'était les débuts. Donc aujourd'hui, quand je vois ce que j'avais fait, je me dis bon, c'était pas exceptionnel, mais voilà, c'était le démarrage. C'est comme ça que j'ai mis le pied dedans, quoi. Et donc, à ce moment-là, tu travaillais encore. Et comment t'as décidé d'arrêter? Donc, tu disais que tu t'étais fait un peu placardiser. Et comment t'as décidé de partir et comment t'as su que t'allais faire des patrons de couture? Alors, en fait, c'est un peu comme toujours dans la vie, ça a été plusieurs faisceaux qui se sont croisés en même temps. Donc, cette perte de motivation, forcément, au niveau du travail. Le fait aussi que le labo allait fermer en Suisse parce que mon chef partait à la retraite. Et quand un labo ferme, tout le monde s'en va, sauf les techniciens en général. Mais en gros, il faut que tu te trouves une autre place ailleurs, voilà. Et moi, n'ayant pas pu publier d'article, et il allait être très très compliqué de trouver, en tout cas dans un bon labo, une place pour continuer. Et puis de toute façon, j'avais pas vraiment envie. Donc on était dans la région, on était en Haute-Savoie, et il y avait aussi qu'on voulait revenir dans l'ouest de la France ou plus près de notre famille en fait. Donc mon compagnon cherchait à se faire muter plutôt dans l'ouest de la France, et on attendait un peu cette mutation pour que moi je sache ce que je voulais faire. Donc ça n'a pas été tout de suite où je me suis dit bon je me mets au patron de couture ou tout ça, hein. Ça a été, on a créé un blog avec ma sœur pendant quelques mois où moi je parlais de ce que je cousais, elle parlait tricot cuisine, et puis on parlait plein de choses comme ça. Et
c'était histoire de libérer un peu de choses positives. Et puis, donc quand le labo a vraiment fermé, malheureusement, mon compagnon avait pas encore sa mutation, ça a été très long. Et du coup, il m'a dit, bah, tente le coup des patrons, enfin de te lancer là-dedans. Mais avant ça, il y avait quand même eu aussi plusieurs choses. C'est que j'avais commencé vraiment à faire mes propres patrons, mais pour moi. Et j'étais allée me balader au salon de création et savoir-faire, je crois que c'était en 2016 ou 2016, oui, je crois, en tant que visiteur, hein, et je portais une de mes créations. Et en fait, je me suis fait beaucoup arrêter. «Oh, mais c'est quel patron? Mais c'est qui? Mais ça vient d'où?» Je dis: «Bah, c'est moi qui l'ai fait». «Bon, ah là là, mais vous devriez le commercialiser, il est chouette et tout», et donc d'être plongée dans ce monde, de voir tous les stands, c'était quoi? C'était merveilleux de voir tous ces créatives et heu et puis en plus d'être un peu flattée par, ce que j'avais moi-même créé, je me suis dit: «Bon, allez, je me lance». Donc je me suis lancée puisque de toute façon mon labo était fermé, j'étais au chômage et on était en stand-by pour, partir ailleurs. Je pouvais pas chercher de boulot où j'étais. J'avais quand même, contacté l'université de Tours, donc aujourd'hui je suis à côté de Tours, pour refaire en fait un master d'immunologie pour pouvoir après faire un post-doc en immunologie dans un labo à Tours. Mais ça voulait dire recommencer 2 ans d'études. Voilà. Donc bon, j'y étais préparée, mais finalement mon compagnon a pas eu sa mutation au moment où j'aurais dû commencer, donc ça s'est pas fait. Donc destin ou pas destin, je ne sais pas, mais ça ne s'est pas fait. J'envoyais quand même aussi des CV dans la région pour des choses, des petits boulots comme il y a un institut ici qui forme en fait les techniciens pour la pharmaco et la cosméto, et donc il y avait un poste de prof quoi en fait. Donc j'avais tenté le coup, mais bon, sans grande conviction. Mais en parallèle, du coup, je déployais mes petits patrons. Alors au départ avec 4 tailles, dessinées à la main, vraiment en me lançant comme ça, en me disant: «Je tente et on verra bien, quoi». Et comment tu t'es formée au patron? Parce que c'est pas évident quand même de créer ses patrons. Ouais, alors, en fait, moi, je suis tout en autodidacte. J'ai acheté plein de bouquins, j'ai aussi beaucoup, testé, appris plein de choses parce qu'il y a quand même différentes techniques. Et puis les premiers patrons, évidemment, étaient assez simples, hein. Je suis pas partie sur des choses très compliquées pour démarrer. Après, j'ai aussi fait quelques formations en ligne pour des choses assez spécifiques, et aussi pour, notamment utiliser Illustrator pour aujourd'hui gérer mes patrons, mais à l'époque, c'était pas le cas. Je les dessinais à la main, je faisais les gradations, donc les tailles à la main. J'allais scanner ça en haute définition dans une imprimerie. Enfin, c'était et après je découpais ça avec GIMP, qui était une version d'Illustrator gratuite, mais bon, pas GGN quoi. Donc ouais, c'était les débuts comme n'importe quel début quoi. On tâtonne et on n'a pas la formation, donc on fait comme on pense que ça doit être fait, avec le petit syndrome de l'imposteur derrière quand même, mais voilà. Et puis en fait, j'ai même ouvert. En plus, au départ, ça s'appelait pas Narrows Pattern, ça a été après. J'ai ouvert sur des sites. Comment ça s'appelait? Des sites où tu peux faire une boutique en ligne facilement, en fait. Alors, je sais plus quelle était la mienne. Et puis j'ai mis mes 2 patrons avec mes 4 tailles, et puis voilà. Et puis en fait, en parallèle quand même, on avait ouvert avec ma sœur un compte Instagram qui est devenu après le mien quand j'ai continué toute seule. Et donc on communiquait quand même sur Instagram sur ce que je faisais. Et en fait, ça a très bien marché très vite. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et quand on a enfin déménagé dans l'ouest de la France, j'ai continué. J'ai quand même continué à envoyer des CV dans mon domaine de base de mon diplôme. Mais bon, je continuais, voilà, de m'améliorer, puis j'avais tellement de vêtements que j'avais envie de créer, c'était fou que fallait que ça sorte en fait. Donc fallait que je continue quoi, il y avait pas d'autre choix. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir tes premiers clients tes premières clientes qui achètent tes patrons? Ouais, j'étais super contente, hein. Alors je me rappelle, je crois que le premier, parce que j'ai ouvert sur la moitié d'un mois, je crois que j'ai ouvert milieu février, et je crois qu'à la fin du mois, j'avais vendu 8 patrons, mais j'étais hallucinée. J'ai appelé ma grand-mère, j'ai dit: «Putain, quoi, j'ai vendu 8 patrons!» C'était ah non, mais bah, quand c'est pas ton métier, que tu es là à te dire, je vais recommencer quelque chose du début, et puis que ça marche,
Même si c'est aujourd'hui avec le recul, c'était rien, mais c'était le début, quoi. Donc non, c'était super et puis, bah, le mois suivant, je pense que j'étais plutôt à une centaine de patrons. Donc c'était, Ah oui, ça a été rapide. ah oui, ça a été très rapide. En fait, au bout de 6 mois, je pouvais déjà commencer à me verser une petite rémunération. Donc c'était, très rapide et puis bon, j'ai eu la chance, faut pas oublier aussi que donc j'ai le chômage et j'ai eu ce système où en fait tu peux, déclarer tes bénéfices en tant qu'auto-entrepreneur et du coup, ça module le chômage, mais ça peut le faire durer un peu plus longtemps aussi. Donc c'était déjà d'avoir le chômage, c'était vraiment un confort. Je pense pas que je l'aurais fait sans chômage parce que, bah, quand même pendant tous ces mois, il faut pouvoir vivre. J'avais 2 enfants, mon compagnon, il a un job, mais bon, je pense qu'on aurait pu tenir 6 mois sans que je travaille, mais j'ai toujours travaillé, j'ai toujours voulu m'assumer, j'ai jamais voulu, être au crochet de qui que ce soit mes parents ou mon compagnon et donc moi j'ai toujours voulu m'assumer le plus possible. Donc c'était pas du tout envisageable, que, je bosse ou que je reprenne des études sans amener mes finances, quoi. Tu démarres un petit peu au début doucement et à quel moment tu te dis: «Ça pourrait devenir mon métier»? Je sais pas si je me le dis ou si ça c'est un fait qui arrive tout seul, en fait. Je pense pas que j'ai le moment où alors, il y a quand même un moment où, mais alors c'était avant de me lancer. C'était l'été d'avant, où on était sur notre blog et tout ça et moi, mon labo venait de fermer et je sais pas pourquoi, comme je faisais déjà pas mal de couture et que je commençais en fait, très rapidement, j'ai commencé à créer mes propres patrons, mais il a fallu 1 an et demi avant que je les mette, vraiment j'en commercialise 2. Mais en fait, je créais déjà mes propres vêtements. Dès le départ, je modifiais toujours des trucs dans les patrons que je prenais. «Ah non, l'encolure, ça me plaît pas, ça je vais ça je vais mettre telle manche». Donc en fait, dès le départ, j'ai quasiment jamais cousu un patron tel qu'il était. Donc et à force de modifier, d'être plus à l'aise, de comprendre, de s'informer comment faire, parce que c'est comme ça aussi que j'ai commencé à apprendre. Bon, bah, moi, je veux ça, donc comment je fais ça? Je veux un pli ici, donc je le fais comment? Ah ouais, faut l'aisance, donc du coup, OK, d'accord. Donc en fait, j'étais déjà en train d'apprendre et hem et je me rappelle très bien avoir appelé ma sœur, on était en vacances, au garage, la voiture était en panne et je me souviens très bien je l'appelle, je lui dis: «Mais ça y est, je sais ce que je vais faire. Je vais créer mes propres patins de couture, je vais devenir créatrice de patins de couture» et voilà, donc ça a été mais c'était, oui, 8-10 mois avant vraiment de les mettre en boutique et de créer mes premiers patrons. Donc donc du coup, il y a pas vraiment eu de moment il y a eu ce moment-là où je vais faire ça, mais dans ma tête, c'était je vais tenter, c'était pas, je vais arriver à en vivre, quoi. Et d'ailleurs, je dis toujours, je me trouve chanceuse. Alors, j'ai des amis qui n'aiment pas quand je dis ça. Ils me disent: «C'est pas de la chance, c'est du travail et du talent». Je dis: «Oui, bon». Mais quand même, je me dis: «Il y a des gens qui ont du talent et qui font des choses qui peut-être ne plaisent pas à assez de monde pour pouvoir en vivre». Et en fait, moi, j'ai la chance de créer des vêtements qui plaisent à suffisamment de couturières pour en vivre et je trouve ça exceptionnel et je trouve quand même qu'en ça, je suis chanceuse, quoi. Oui, parce que ce qui est pas évident avec les patrons de couture, je trouve, c'est qu'en général, les prix sont quand même assez faibles et donc il faut en vendre beaucoup pour pouvoir en vivre. C'est ça. Donc je trouve que c'est assez difficile de se lancer dans les patrons de couture. Alors aujourd'hui, tu fais des cours de couture et broderie aussi. Tu les fais en présentiel ou en ligne? Non, pour l'instant qu'en présentiel, mais c'est en train de se modifier parce que les cours de couture en présentiel, je prends que 2 personnes maximum pour être vraiment, disponible. Finalement, bah, c'est pas très rentable, donc côté business, je me rends compte que c'est pas quelque chose qui est rentable de consacrer, ce temps à ça. Les cours de broderie, c'est un peu différent parce que j'ai 4 à 6 personnes, donc voilà, c'est un peu différent. C'est quelque chose en plus de beaucoup plus cool, zen, bien rodé parce qu'on fait un peu, voilà, c'est une initiation donc c'est un peu toujours la même chose. Sachant que la couture, chacune a son projet, donc faut se réadapter à chaque fois, donc c'est quand même un peu moins cool et pour autant, j'ai été professeure quand j'étais à l'université. Je donnais aussi quelques TP, TD et j'aimais beaucoup ça et j'ai donné des cours de soutien aussi quand j'étais en études. J'aime beaucoup, en fait, transmettre, mais bah, la couture, ça me parle moins, en fait, que, par exemple, la broderie ou la biologie. Mais voilà. Donc j'essaye de pas non plus trop me disperser parce que créer des patrons de couture et arriver à faire tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment, énergivore, chronophage, tout ce qu'on veut.
Donc voilà, j'essaie quand même de me consacrer au patron. Après, je reviens sur ce que tu disais sur le prix, c'est un grand débat. Moi, j'ai calé mes prix sur ce qui existait à l'époque où j'ai commencé parce que je me suis dit de toute façon, si je mets plus cher, je les vendrai pas. Il y en a qui essayent de mettre plus cher parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé, on pouvait se permettre de vendre un patron tracé à la main, sans tuto, avec des explications, pas de vidéo, pas de fioriture. Aujourd'hui, on a une demande énorme de technicité du patron, de multiplicité des options, du nombre de tailles, du nombre de même d'ajustements au morphologie que moi je ne fais pas parce que à un moment donné, il faut savoir aussi dire stop, mais que d'autres font. De techniques de projection du patron ou pas, où il faut fournir tout un tas de supports différents du patron, en A4, en planche complète, en projection, en pochette, en PDF, plus faire des... Maintenant, moi, je me suis mise quand même au tuto vidéo sur ma chaîne YouTube pour l'accompagnement. Mais du coup, je ne fais plus de schéma et je ne fais plus de pas à pas photo que je faisais avant. Mais bien sûr, certaines auraient préféré garder les pas à pas photos. À un moment donné, voilà, c'est compliqué. Et en fait, un patron, c'est énormément, énormément de travail, en plus de la créativité et de l'inventivité qu'on met déjà dans notre patron. Et évidemment, moi, je te dirais que je préférais qu'un patron, il se vende, je sais pas, 40, 50 euros. Et quelque part, comme je suis aussi plutôt quelqu'un d'un peu écolo, je trouve que ça permettrait aussi que les gens en achètent moins en face. Moins parce que finalement, il y en a beaucoup qui accumulent les patrons parce qu'elles ont des coups de cœur, ce que je comprends. Mais du coup, n'ont pas le temps de les faire. Ou d'autres qui vont avoir le temps, mais ils vont coudre beaucoup de vêtements. Et ce qui, pour moi, était bien dans la couture, c'était le côté aussi contrer un peu la fast fashion, faire un vêtement qui dure dans des bons tissus de qualité. Et des fois, on glisse un peu vers la fast couture. C'est-à-dire, voilà, quand tu commences à faire 2 robes par semaine, à avoir un placard blindé de vêtements, c'est pas ce que j'envisageais quand j'ai commencé. Donc d'augmenter le prix pourrait peut-être, voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que toutes les créatrices fassent en même temps, que toutes les merceries fassent en même temps, que plein ne sont pas prêtes à faire, que je pense que les clientes ne sont pas prêtes non plus pour ce changement. Ce qui est difficile, c'est que tu as aussi le prix de ton tissu, donc ça s'ajoute en fait. Donc c'est ça qui est difficile. C'est ça, c'est que les tissus, c'est beaucoup plus cher qu'un patron, sachant que c'est juste du tissu. Tu vois ce que je veux dire, qu'il n'y a pas derrière tout un processus de création. Enfin, il y en a un petit peu, bien sûr, mais voilà, après, c'est comme ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il faut vendre beaucoup de patrons. Donc, moi, ce que je me dis souvent, c'est que plutôt que d'avoir des clientes qui vont acheter, la même cliente qui va m'acheter beaucoup de patrons, j'essaye d'ouvrir au maximum ma clientèle pour avoir une très large clientèle qui, en achetant un patron par an chez moi, me permettront quand même de vivre de mon métier. C'est l'idée. Donc c'est aussi pour ça que je fais des traductions de mes patrons pour essayer de toucher les anglophones. Même si j'ai beaucoup de personnes non françaises, mais sûrement francophones ou qui se débrouillent assez bien, qui achètent les patrons français. L'idée des tutos vidéo, c'était aussi pour toucher un peu plus les débutantes parce que jusqu'à présent, c'est vrai que je m'adressais pas forcément aux débutantes. Donc voilà, aussi parce qu'au départ, je manquais de moyens pour faire des schémas, pour expliquer suffisamment bien pour des débutantes. Ce que je peux faire aujourd'hui avec la vidéo. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement, comme le prix est bas et qu'il faut en vendre beaucoup, essayer plutôt d'avoir beaucoup de clients que peu de clients, mais qui achètent tous tes patrons. Et aujourd'hui, tu en vis confortablement? Parce que tu t'es lancée en 2017, hein, donc ça fait quand même pas mal d'années. Ça commence à faire, oui, oui. Oui, ça fera 8 ans cet été, officiellement. Et on a déjà passé les 8 ans officieusement. Mais oui, oui, j'arrive à en vivre. Après, c'est pas trop les finances. Enfin, déjà, forcément, c'est un métier qui est saisonnier parce que bon, tu sors tes collections et puis il y a des moments où c'est creux, forcément. J'essaye de faire le salon création et savoir-faire tous les ans aussi pour continuer à avoir de la visibilité, aussi pouvoir parler avec des partenaires professionnels, pouvoir
Voilà, là j'ai aussi quelque chose, des petites nouveautés qui vont arriver, essayer d'étendre en fait mon business dans d'autres domaines pour arriver à s'en sortir tout simplement, parce que en ce moment c'est quand même assez difficile. Il y a eu un peu un boom Covid où les gens étaient, bon, comme pour beaucoup d'activités, hein, les gens étaient disponibles, avaient envie de tester plein de choses, avaient du temps, étaient chez eux, et donc la couture en faisait partie. Donc on a eu l'âge d'or, comme disait une de mes amies créatrices, du Covid pour nous, parce que c'est vrai que ça a bien boosté les ventes, voilà. Mais ça a aussi eu l'impact qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu envie de se lancer là-dedans. Donc beaucoup se sont lancés dans cette activité, et donc ce qui a rendu l'activité très concurrentielle. Et dans le même temps, sur 2 ans à peu près, la demande, elle a chuté, puisque les gens retournaient au travail, ou avaient testé, ça leur plaisait pas forcément, ou n'avaient plus le temps, ou plus l'envie, enfin peu importe les raisons. Mais donc l'offre augmentait pendant que la demande avait plutôt tendance à baisser. Donc ça a été un petit peu des années compliquées. Moi, j'ai eu la chance de démarrer quand même relativement avant ça, et donc d'avoir déjà quand même une visibilité, une communauté, voilà, d'être suffisamment connue pour avoir suffisamment fait ma place. Mais ça restait compliqué, parce que quand tu as une offre énorme, forcément, tu es noyé un petit peu dans la masse. Il y a aussi eu aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons gratuits, alors qui sont gratuits que dans le nom, parce que bien sûr quelqu'un est payé derrière pour les faire, et quelqu'un est payé pour leur faire de la pub. Donc ça, c'est très difficile à vivre quand on crée, on travaille. Moi, je compare toujours ça à un boulanger qui, du jour au lendemain, un petit boulanger qui vient à côté de lui et qui dit moi, je lui donne mon pain gratuit parce que bon, je suis rentier, donc j'ai pas besoin de vendre mon pain, quoi. Tu vois, c'est un peu, je le vis un peu comme ça. Et donc c'est assez difficile à vivre. Et puis c'est difficile de le critiquer ouvertement aussi, parce que ça touche des personnes qui ont une certaine aura, un certain pouvoir, voilà. Donc faut un peu subir sans rien dire, quoi. C'est compliqué. Mais Et tu peux nous parler un petit peu de tes autres projets, ou c'est encore secret? c'est encore secret. Mais bon, ça sera pas une grosse surprise, mais en fait, tout le monde dans le domaine, que ce soit les merceries qui faisaient que de la mercerie, ou les créatrices de patrons qui faisaient que des patrons, tout le monde essaye un peu de proposer tout, la globalité, pour faire ton vêtement. Ah oui, des kits un peu, comme des Alors kits. ouais, comme des kits, comme du tissu, comme voilà. Essayer d'être sur tous les fronts pour justement, le but pour moi en tout cas n'est pas d'avoir le monopole, même si chez certains on a l'impression que justement ils veulent le monopole, mais le but étant de rester à flot, quoi, de pouvoir proposer des choses qui donnent envie aux gens. Je me suis aussi rendu compte beaucoup que, notamment au dernier salon de novembre-décembre, que de coudre mes vêtements dans des tissus faisait la promotion de ces tissus, forcément, et que on me demandait souvent: vous avez ce tissu aussi, ou dans quel tissu vous l'avez cousu? Et du coup moi je suis une très créative, donc je copie pas, j'aime pas faire la même chose que les autres. Voilà, j'aime créer. Et du coup, j'avais du mal à conscientiser le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir envie de faire exactement la même chose que ce que tu as fait, avec le même tissu. Voilà. Voilà, puis on aime ce modèle, et donc peut-être que s'il existait dans un magasin, on l'aurait acheté, mais on est couturière, donc on a envie de le coudre, mais on a envie de coudre exactement le même. Et donc en fait, j'ai compris ça, j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai compris ça, et donc je me suis dit voilà, il faut proposer tout pour qu'elle puisse se coudre la même chose. Après, je trouve aussi que c'est un côté rassurant, parce que le tissu, on ne sait pas forcément au début, quand on se lance, comment il va se tenir, est-ce qu'il va pouvoir être bien adapté à un produit, à un patron. Et donc, le fait de prendre exactement le même tissu que toi, on sait que ça va bien fonctionner pour ton patron. Oui, tout à fait. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les behind the scenes, un peu tout ce qui entoure une collection de patrons? Parce que c'est vrai qu'en général, on n'imagine pas tout le travail un peu annexe. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu toutes les étapes qu'il y a Alors oui, je peux essayer en tout cas. Alors déjà, il y a
l'idée du patron, qui peut être plus ou moins, la naissance peut être plus ou moins simple, dans le sens où, parfois ça va être vraiment, on a une idée, on fait le croquis, on fait les prototypes, tout va bien, c'est comme on voulait, tout tombe bien. Il y a toujours des ajustements évidemment quand on fait des prototypes, mais l'idée nous plaît, on est à fond, on y va. Comme mon dernier patron de blouson en jean là où j'étais obnubilée par ce modèle, fallait qu'il sorte comme ça et voilà, j'ai fait des ajustements, ça m'a pris du temps pour certaines parties du modèle, mais voilà, je savais où j'allais. Et là, par contre, dernièrement, il y en a un qui a fini à la poubelle après des semaines de travail parce que non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et moi, je suis un petit peu têtue. Des fois, j'insiste, alors qu'il y a une petite voix derrière qui dit non, non. Donc, et puis bon, ça finit en c'est poubelle. Là, c'est très dur parce que on a quand même beaucoup de délais à tenir. Et là, quand il y a quelque chose qui a pris des semaines et qui finit en rien, c'est assez dur. On panique un peu. On se dit du coup, ok, qu'est-ce que je vais présenter, voilà. Bon, donc il y a ça. Et après, une fois que tu as fait donc croquis, tu te mets sur les prototypes. Donc tu dessines. Moi, je dessine sur papier. Puis je fais un prototype tissu. Puis je reviens au papier pour remodifier ce qu'il faut modifier, etc., etc. Donc tu vas du papier au tissu plusieurs fois, un certain nombre de fois selon la facilité avec laquelle tu arrives à créer ton patron. Une fois que tu as ton dessin final, moi je me fais assister d'une modéliste qui a son diplôme de modéliste, à qui j'envoie mon dessin en taille. Moi je porte la taille 38, donc je fais tous mes protos en 38 et je l'envoie le 38. Et elle va digitaliser et me grader, donc me faire toutes les tailles. Et aussi, ça me rassure, donc par rapport à mon petit syndrome de l'imposteur, parce que elle vérifie tous les montages, si tu veux, entre les différentes pièces. En général, il n'y a pas de souci, mais voilà, elle va vérifier que tout est bien fait, qu'il n'y a pas de problème de bien aller du vêtement, qu'il n'y a pas un petit souci quelconque dans ce que j'ai fait. Même si moi je l'ai vérifié en prototype, c'est toujours bien d'avoir son œil aussi de modéliste sur les différentes courbes, les différentes pinces, tout ce qu'on met dans un patron. Ensuite, selon son planning chargé ou pas, elle me renvoie plus ou moins rapidement. Et ensuite, là, je passe moi sur Illustrator où je vais parce qu'elle m'envoie ça très brut en fait. Moi, je vais retraiter le patron, mettre les couleurs pour les tailles, mettre les annotations, pardon, tout ça. Et puis, bien sûr, l'imprimer, vérifier que tout va bien. Et à ce moment-là, coudre les versions finales de mon patron. Et en même temps que je couds, par exemple, la première version, j'écris les instructions bêta de mon patron, que je peaufine au fur et à mesure de la couture. Et ensuite, donc, il y a énormément de travail parce qu'il y a la version pochette, où je dois donc rédiger le livret, créer la pochette, puisque c'est moi qui ai créé mes packaging, donc à chaque fois, je dois créer une nouvelle pochette pour le nouveau modèle. Envoyer tout ça à l'imprimeur qui est dans le sud de la France et qui va m'imprimer mes pochettes. Et à côté de ça, j'ai toutes les instructions de PDF que je fais sur autrement, enfin c'est pas les mêmes en fait que le livret, plus créer l'A4, le US Letter, donc toutes des découpages en fait pour que les personnes puissent imprimer à la maison, scotcher les pages entre elles et recréer leur patron à la maison. Créer les fiches produits, écrire l'article du blog, écrire la newsletter. Évidemment, en même temps que je couds aussi les modèles, j'ai oublié de dire que je prends des séquences vidéo pour après pouvoir faire le montage. Donc après, ça me prend à peu près au moins 3 jours pleins. Montage vidéo, l'audio, puis mise en ligne sur YouTube avec sous-titres que je retape ou que je tape directement, parce que la plupart du temps, il y a tellement d'erreurs que ça me prend autant de temps de les corriger que de les taper directement. Puis après, il y a aussi toute la création de contenu pour Instagram. Donc ça, c'est ce qui pêche parfois parce que quand on n'a pas assez de temps, on crée pas assez bien, pas assez pour qu'Instagram nous mette en avant, etc. Donc ça, c'est un peu déprimant quand on a fait tout ce travail, on pense que c'est un bon patron et que derrière la visibilité est faible parce que faut en parler. Heureusement, j'ai une newsletter où j'ai quand même j'ai presque 7000 abonnés
Donc ça me permet quand même de communiquer, même si la moitié n'ouvre pas la newsletter et cetera, hein, mais ça me permet quand même de communiquer d'une autre façon, détachée des réseaux sociaux. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout. Ah non, j'ai oublié les photos quand même. Il y a là le moment shooting. Alors jusqu'à présent, j'ai eu des petits soucis avec ma photographe parce que les tarifs ont fortement augmenté et ça m'a mis un frein. Donc je me débrouille parfois comme je peux aussi pour faire du contenu moi-même ou avec mes enfants qui m'aident parfois à me prendre en photo, à faire des petites vidéos avec moi. Voilà, trouver aussi des endroits pour que ce soit sympa, que la vidéo, que les photos soient claque du premier coup, parce que sur le réseau, faut qu'en 2 secondes les personnes soient accrochées, sinon hop, on passe à autre chose. Donc ça, c'est un gros stress aussi. Et les photos, c'est vraiment très 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 important, parce qu'une mauvaise photo peut foutre en l'air un bon patron. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. Donc je crois que c'est à peu près tout. Après, il y a la com qui continue sur les réseaux, sur le patron. Ouais, donc c'est énorme, hein. C'est vrai, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, pardon. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Le meilleur conseil, alors je pense que, mais je l'avais déjà dit dans un autre podcast, j'ai entendu une fois, c'était plus que j'ai entendu dans un podcast un peu business, mieux vaut fait que parfait. Parce que moi, étant une perfectionniste, ça m'avait beaucoup soulagée d'entendre ça. Et je me dis régulièrement, t'as quand même fait ça, voilà. Après, on m'a donné un autre conseil, mais plus business et plus direct, d'une amie qui est aussi à son compte, qui m'avait dit on peut pas réussir sans investir. Et parce que je suis assez frileuse sur les investissements, j'ai toujours peur en fait. Même après 8 ans, j'ai toujours peur que tout s'écroule du jour au lendemain, et donc je suis plutôt petit écureuil à faire attention à mes sous, parce que derrière il y aura pas de chômage, parce que voilà, tout ça c'est aussi la réalité des choses. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, dans tout ce qu'il y a à faire, qu'il y a aussi tout l'aspect administratif, évidemment. Mais du coup, quand même, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai investi un peu plus que ce que je voulais, je me suis dit oui, voilà, c'est pour que derrière, à un moment donné, quand même, ça revienne. Donc faut rester, faut avoir la tête froide, faut rester raisonnable. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce que je dis aussi à mes collègues aujourd'hui, parce que je suis dans un collectif d'artisans, donc je dis toujours mes collègues, mais c'est pas vraiment des collègues directs, mais je leur dis en fait, ça quoi, que il faut investir pour mieux travailler. Ça peut être aussi investir dans des formations, ça peut être investir dans un prestat qui va nous aider à gagner du temps, ça peut être investir dans des machines, voilà. Ça peut être tout un tas d'investissements. Mais je pense que voilà, ça c'était aussi un bon conseil. Investir pour réussir. Après, c'est marrant parce que je trouve que tes 2 conseils sont assez liés, parce qu'en fait, faut pas hésiter à se lancer, même si c'est pas parfait. Comme tu le disais, un peu tes premiers patrons, c'était pas forcément, c'était pas les patrons d'aujourd'hui. Donc pas hésiter à se lancer et en même temps, petit à petit, investir pour se professionnaliser. C'est ça. Tout à fait. Un grand merci Maud. Donc je mettrai tous tes réseaux sociaux pour que les auditrices, les auditeurs puissent te suivre. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.